J'aime bien que l'architecture donne une impression de solidité, de sécurité, qu'elle s'enracine au sol. La pierre, comme le béton, ne sont pas des matériaux pour faire de la dentelle. Il faut donc qu'il y ait cette impression presque de pérennité. Je n'aime pas les choses trop fragiles en architecture. Je préfère que ça ait du poids, que ce soit même un peu lourd. Et je trouve que c'est beaucoup plus sécurisant. J'avais un relevé de géomètre extrêmement précis, tant en altimétrie qu'en implantation des arbres, ce qui m'a permis, en premier abord, de faire une esquisse de ce que je désirais. Ensuite, on a implanté cette esquisse sur le terrain et on a pratiqué au terrassement, en s'arrêtant sur les roches qui étaient trop dures, ce qui a modifié un petit peu le projet. Et lorsque le terrassement était terminé, on a fait un nouveau relevé dont j'ai pu me servir avec précision pour faire le projet définitif. Alors je cherchais évidemment à être bien intégré au site, toujours par les volumes, par les matériaux, par la couleur. Et j'ai suivi quelques principes. N'utiliser que des matériaux qui ressemblent au sol, par leur texture, par leur couleur. La pierre du pays est de la même couleur que les roches. N'avoir aucun autre matériau qui soit un peu arrogant. Lorsque j'emploie du béton pour faire les dalles, que la partie apparente des planchers soit le brut de décoffrage du béton. Le bois, chaque fois que c'était possible. Des toits terrasses plutôt que des toits pentus, pour différentes raisons. D'abord, au point de vue distribution du plan, c'est beaucoup plus facile parce que les toits exigent certaines dispositions et ils ne s'adaptent pas à n'importe quoi. Ensuite, on évite, avec les terrasses, la dualité entre la façade et le toit, et c'est donc une simplification. Et tout ce qui est simple a toujours mon adhésion. On peut aussi considérer que lorsqu'on construit sur des terrains en pente, la maison qui est en amont profite beaucoup mieux des vues si la maison située en aval est basse, et la toiture terrasse, évidemment, est plus basse qu'avec une toiture. Enfin, l'intégration à l'entourage immédiat est presque évident parce qu'on peut retrouver les mêmes matériaux, la même végétation sur le toit que sur ses abords immédiats. C'est un peu la prolongation du jardin qui est autour de la maison. J'ai une préférence vraiment très nette pour les terrasses à l'encontre des toitures. Et enfin, j'essaye aussi dans les volumes de bien l'accrocher au terrain. En ce qui concerne ma maison, elle est presque au niveau du terrain qui est à gauche et à droite. L'architecture est faite de plein, de vides, et je pense que la franchise veut qu'on exploite et on exprime complètement chaque élément. J'aime qu'un vide remplisse vraiment toute la partie qui
qui est limité par les plans nécessaires entre deux murs, entre un plancher et un autre, et qu'à l'inverse, les murs pleins ne soient percés que de tout petits trous si c'est nécessaire d'avoir une lumière. Cette pièce-là n'était pas prévue à l'origine, mais il s'est avéré qu'au cours du terrassement, il y avait toute une partie friable qu'on a balancée en aval, ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir une terrasse un peu plus bas. Et on a creusé jusqu'à trouver la roche dure à laquelle on n'a pas touché. C'est satisfaisant pour l'esprit de savoir que j'ai un mur qui a au moins 1000 km, probablement plus, puisque si on projetait une horizontale, on déboucherait dans la mer du Nord ou à quelque chose près. Mais en façade, évidemment, c'était prévu un mur plein, comme un mur de soutènement du sol d'origine. Alors il a fallu le percer, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de me procurer des hublots d'un bateau qui vient d'un chantier de démolition. Et j'ai donc inséré tous ces hublots dans le mur sans en altérer donc l'aspect opaque. Ça me rappelle que mon fils, il a gagné 21 francs à l'époque. Je lui donnais 1 franc pour nettoyer un hublot. Pour qu'il y ait une osmose entre les deux, d'abord, je refuse toute retombée de poutre qui referme un volume. Je cherche à avoir le même matériau à l'intérieur, à l'extérieur. En l'occurrence, là, c'est de la pierre, la même pierre. J'aime bien qu'il n'y ait pas de rupture entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, ce petit patio avait un but très précis. Nous sommes dans un pays où il y a 3 vents qui peuvent être assez violents. Il y a le Mistral, il y a le vent d'Est et il y a le Ponant. Il faut donc s'abriter dans 3 directions différentes. Alors, je voulais quand même pas perdre la vue sur la mer. J'ai donc percé, j'ai fait un patio opaque sur plusieurs côtés, mais avec des trous quand même pour avoir la vue, pour avoir une interpénétration de l'extérieur complet, la transition avec le patio et l'intérieur. J'ai essayé d'avoir des volumes un petit peu chahutés, quoique en restant assez simple malgré tout, pour que la lumière joue sur les différentes facettes. Eh bien, à l'époque, on dessinait sur des calques, des rouleaux de calque qui avaient, je crois, une vingtaine de mètres de long. Eh bien, je faisais d'abord avec un crayon très gras. Je traduisais sur le papier la première impression que j'avais pour solutionner le problème posé. Tout ça très grossier, avec beaucoup de noir et de blanc. Et ensuite, eh bien, je critiquais ce que j'avais fait. Je regardais toutes les autres solutions. Quelquefois, j'en trouvais d'autres. Mais le plus souvent, je suis revenu au premier croquis d'origine, après avoir fait différentes variantes et même des choses complètement opposées. Presque chaque fois, je suis revenu à l'origine.
Lorsqu'un site est magnifique, je pense que il serait vraiment dommageable de le blesser en faisant une architecture un peu orgueilleuse, et que le mieux c'est de s'effacer au maximum. Ici on a donc un exemple du Gaobena qui disparaît complètement dans le paysage, et pourtant sur la totalité du domaine il y a 700 maisons. En même temps que ma maison, j'étudiais le domaine du Gaobena. Je n'ai aucun scrupule à faire quelque chose de voyant quand l'entourage n'a aucun intérêt, ou que ça peut se marier sans problème. Mais lorsqu'on a un site qui est vraiment merveilleux, comme le Gaobena à l'origine, on n'a pas envie de le blesser. Et j'ai tout fait pour intégrer et faire même quasiment disparaître les maisons. Elles sont traitées un peu en troglodytes. Souvent n'apparaît que la façade, le toit étant même disparaissant même, puisqu'il est le prolongement du sol qui est en amont, qu'il est végétalisé, et qu'il n'y a donc aucune rupture avec le paysage. Les autres matériaux, comme le béton, doivent rester aussi un peu ternes, comme le béton normal le fait. Et en ce qui concerne les menuiseries, j'ai toujours considéré que c'était le bois qui s'harmonisait le mieux avec la nature. Et bien sûr, la maçonnerie de pierre, avec la pierre du pays qui est en osmose avec les parties dénudées des terrains, les rochers aux alentours. Ça ressemble plus à un camping intelligent, pas de luxe, qu'à une zone protégée. C'est une zone de protection de la nature, c'est pas une zone de protection de ses biens. Donc c'est comme si on avait à chaque fois une vue donc, sur le paysage, et l'architecture ne la gênant jamais, et pourtant à chaque fois qu'on est dans l'architecture, on voit le paysage. Et aucune maison ne gêne une autre maison. Donc c'est le b.a.-ba du respect collectif, quoi. C'est une vraie architecture collective. Quels sont ces architectes qui, venus de Paris, après avoir fait leurs études, ont compris le contexte? Moi, je pense qu'ils le pratiquaient. On dit toujours qu'ils campaient, donc ils étaient amoureux de cet endroit, donc ils le connaissaient, et ils connaissaient la nature sur laquelle ils allaient construire. Alors moi, je pense qu'un toit, ça protège. Et comme ici, il fait chaud, je pense que d'avoir fait des toitures plantées, avant d'être peut-être sûrement un artifice pour permettre de cacher les maisons dans le paysage, je pense que ça révèle que la terre, les végétaux, c'est un très bon protecteur thermique. C'est formidable parce que c'est un toit sur lequel on monte, donc comme une terrasse, mais c'est en même temps une terrasse jardin, et c'est une terrasse thermique, c'est une terrasse végétale. Et donc être sur le toit, c'est une deuxième maison. Et moi j'adore parce que le toit est même sauvage, il n'est pas domestiqué et savant. C'est comme s'il autorisait la coulée de la nature sauvage. Pour quelqu'un qui voulait faire donc une architecture quand même assez dense, parce que ce qui est formidable dans ce site, c'est la densité, et en même temps que cette densité ne soit pas visible, et que cette densité architecturale s'apparente à la densité végétale, avoir défini dès le début, je pense, que toutes les toitures donc, seraient végétalisées, et que la toiture serait supportée par un mur en pierre sèche, un peu comme une restanque. C'est comme si les toits étaient la construction, et le mur était le reste de la nature, comme une restanque. Et donc on a l'impression que ces toits, qui sont des toits lourds, sont des toits qui volent, comme des tapis. Ce sont comme des tapis volants qui sont posés comme ça dans la nature. Et sous ces tapis volants, il y a donc une pierre sèche qui, elle,
offre peu d'ouverture. C'est ça qui est formidable, c'est que quand il y en a une, elle est très grande, éventuellement celle du séjour, et si c'est celle de la chambre, des sanitaires et autres, elle est toute petite. Et donc là aussi, je pense qu'il y a ce juste équilibre entre le mur et ses ouvertures. Et ensuite, comme les villas qui sont construites ici ressemblent plus à des petites maisons paysannes, qui sont très souvent d'ailleurs construites en limites séparatives. On a donc des murs qui sont le long des limites séparatives, qui sont des murs donc opaques, étanches, et qui servent de paravent. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une clôture, c'est le prolongement de ce mur qui en assure donc la séparation et qui en détermine la parcelle. Je trouve formidable justement dans la façon dont il a traité. C'est comme si on était presque dans un paysage viticole, parce que juste sur l'autre versant, on a les vignes, et sur ce versant à l'est, donc on a les chênes lièges et les chênes verts, et il a fait donc une architecture dans la forêt. Et je trouve que là, justement, il y a une dimension sportive, naturelle, hédoniste d'ailleurs du rapport à la nature, puisqu'on est dans les arbres et on va à pied par l'invention du Gahou piéton, mais qui est en avance complet, ou en même temps un regard sur le paysage agricole classique. Mais ce qui est formidable, c'est que les voitures sont donc éloignées dans le projet des maisons. Moi-même, je n'ai pas de garage. On va à pied et on met à peu près 3-4 minutes pour aller jusqu'à la voiture. Les voitures sont cachées dans un flanc de coteaux, et puis après, de l'autre côté, on descend, on va à pied à la plage. Et c'est un moyen de se rencontrer. Parce que sinon, si on a une maison qui surplombe la mer, en général, bon, voilà, on descend par un petit escalier, c'est assez égoïste. Et si on a en effet une proximité trop grande avec sa voiture, on va à la plage en voiture et on ne rencontre pas les gens. Et nous, ce qui est formidable, c'est que quand on va à la plage, on dit bonjour aux gens. On ne parle pas à ses voisins, on parle aux gens qui circulent sur les Gahou piétons. Et descendre donc à la plage et rencontrer ceux qui remontent, ou aller à la plage avec ceux qui descendent, c'est même une façon de demander et comment est la mer ce matin, et c'était bien, et ainsi de suite. Et je trouve que le drame de l'architecture, c'est qu'on a trop d'engins. C'est-à-dire que les gens refont des plateformes, construisent des maisons dessus, font la route, taillent, et après rendent stériles les terres, parce qu'ils ont retourné les terres. Ici, on a l'exemple, mettons, d'un chemin qui est un Gahou piéton, donc qui est un chemin qui dessert donc cette maison et d'autres, qui est donc un chemin collectif, dans lequel, on le voit bien, c'est même pas la peine de marquer que les motos, les voitures sont interdites, parce qu'on ne peut pas y aller autrement qu'à pied. On a quand même un talus qui a été constitué, moi je crois, à la pioche, à la baramine. Je pense qu'à la baramine, on a dû un peu désosser comme ça, on a dû reverser de l'autre côté, comme ça s'est fait donc absolument toujours. Et on a la démonstration, c'est qu'on a la souche d'un arbre ici, qui était sûrement donc un arbre, peut-être un chêne vert ou je ne sais pas quoi. On n'a même pas dessouché, comme on l'aurait fait dans tout village avant. Et on a un chemin, en fin de compte, dans lequel il n'y a pas de désherbant. C'est-à-dire qu'ici, on ne voit pas quelqu'un passer pour empêcher. En fin de compte, c'est parce qu'il est un petit peu au soleil que tout ce qui pousse est vert au printemps et sec à l'automne. Et on n'a donc pas d'entretien, quoi. Moi, ce que je trouve formidable ici, c'est le traitement des limites des parties communes avec les parties privées. Alors ici, on va avoir donc la route qui a été taillée. Il fallait donc soutenir les parcelles sur lesquelles on a construit des maisons en haut. Et donc on a un exemple d'un mur, comme on en a vu dans beaucoup de villages, mais pourtant on n'a jamais vu ça. Parce qu'on a un mur pierre sèche, c'est classique. On a un mur purgé, classique. Et puis après, on a d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, il a préféré faire donc un contrefort comme une jambe de force, comme un arc-boutant qui vient prendre en effet la roche pour porter une poutre, parce qu'en fin de compte, il a dû vouloir le faire pour laisser apparaître ce qu'il y avait derrière. Toi, je pense que l'arbre a été gardé aussi, c'est-à-dire que quand la poutre a été faite là, on a donc eu la racine de l'arbre, c'est-à-dire que tout le travail a été fait en gardant le chêne liège. Parce qu'aujourd'hui, les mecs diraient, bon, attends, on va d'abord tout retirer, on va mettre un bidime, on va drainer, on va remonter un mur devant, puis on va mettre, je sais pas quoi. Et après, on a la montée. On est quand même en présence, je sais pas, c'est un grand village français, ça, quoi. C'est une montée. On a un objet très contemporain avec cette saillie qui est une jardinière, dans laquelle il n'y a sûrement plus de plantes, parce que la personne s'en occupe, mais elles sont quand même drainées, ce que plus personne ne sait faire. On a quand même un talus en bas qui est naturel. On a un campsis qui gagne. On a une lantanasse qui gagne. Enfin, je veux dire, on a un bougainvillier qui gagne. Tout ça, à mon avis, sont des plantes d'origine. Et alors, regarde comment c'est fait, l'avaloir, le caniveau, très bien fait, pas de bordure, l'avaloir allant vers le mur,
et le grand avaloir qui prend le tout, puis qui doit ressortir par là. Ouais, puis même, regarde le béton, écoute, il n'a jamais été peint. Il n'est pas sophistiqué. Hein. Il est simplement, c'est un coffrage contreplaqué, c'est pas un coffrage tôle, rien du tout. Il n'a aucun point de faiblesse sur le plan des fers à béton et des rouilles. C'est-à-dire qu'à mon avis, le fer à béton est parfaitement placé, il a une porosité normale, il se draine. Tu vois, bon, il n'a peut-être pas le petit jet d'eau en dessous, c'est tout, quoi, voilà. Maintenant, ça se vend, des petites choses qui permettent de purger les murs. Donc c'est en plastique, c'est en ciment et tout. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Tu prends une pierre comme ça, une pierre comme ça, après t'en cales une comme ça. Et donc du coup, tu as créé le vide, tu purges ton mur. Ah, t'as pas... Là, puis regarde la fin, tu vois, ça c'est le chaînage d'angle. Là, le type fini, là il met un peu de mortier, il change de la taille de ses pierres. Il en fait comme une sorte de colonne, c'est la même que de l'autre côté. Et puis, voilà, il laisse apparaître la roche. Il met une poutre en béton. Elle est brute de décoffrage. Et qui aujourd'hui saurait dessiner, même pas l'EDF? Tu te rends compte, c'est un poste, c'est un transfo. Tu te rends compte qu'il y a 2 pavés de verre comme ça. Les 2 pavés de verre ne sont pas de même nature. Qu'en bas, il y a la grille qui est la même que toutes celles que l'on a pour nos trucs. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand on voit les trucs merdiques que l'EDF nous installe préfabriqués, on est en présence de quelqu'un quand même qui avait un grand souci d'intégrer les équipements techniques. On a donc un terrain, pour ainsi dire, impossible à aménager. Il a été taillé dans sa partie basse. Donc on a fait la route sur laquelle on est. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, ils ont fait ces petits chemins qui permettent de rejoindre la maison et ou éventuellement de la maison aller à la plage. On a un exemple là, absolument incroyable d'une amorce, donc d'une construction qui d'ailleurs structure complètement l'endroit. On a la plaque de signalisation, ce qui est quand même pas évident, la borne, on pourrait dire, comme ça existait de tout temps, l'amorce de l'escalier, ce qui est quand même assez phénoménal, il est balancé, après il arrive sur un palier, après c'est une volée droite, après ça s'arrête, on a donc un petit palier, et après ça devient une sente. Et à côté, on avait le local à ordures, ce qui fait que c'est comme si on introduisait déjà dans le comportement qu'on descend avec son sac à ordures, porter les ordures dans un lieu commun, et à côté, on a une jardinière dans laquelle il devait y avoir des fleurs, ça se trouve des lauriers. On pourrait se poser la question, chez un architecte, à partir de quel moment il est paysagiste, parce que ça ne veut rien dire. Est-ce que tu es un paysagiste botaniste ou est-ce que c'est un paysagiste constructeur, enfin architecte? Et on pourrait dire que voilà, il n'y a pas que la nature qui fait le paysage. Il y a, à un moment donné, il faut savoir structurer en volume le paysage. Mettons, est-ce que le nôtre était un botaniste ou est-ce que le nôtre était un architecte? Moi, je pense que le nôtre était un architecte. Ces jardins sont essentiellement, si tu veux, une inscription dans le paysage avec toujours un réglage des niveaux. C'est toujours le contexte, les niveaux, la vue et l'usage. Cette vue montre que leur projet est tellement fort que, y compris le désastre, n'arrive pas à remettre en cause complètement tout le projet. Hein, on voit que les piscines sont arrivées, ce qui n'existait pas du tout à l'origine, que les rampes de garage sont arrivées, ce qui fait que ça a démultiplié des fois avec les voiries. On voit quand même des arbres qui ont été taillés parce que les gens veulent avoir des vues et ils oublient complètement que du coup ils vont avoir la chaleur, alors ils amènent la climatisation et autres. Mais on voit quand même un peu comme quand les infrastructures sont bien faites et que la topographie est respectée, on voit que même avec ce désastre, ça reste encore une architecture qui préserve le paysage. On est en présence aujourd'hui d'une architecture totalement désordonnée, partout. On ne sait plus d'ailleurs si l'orientation c'est la vue ou si c'est l'orientation c'est éventuellement je sais pas, l'accessibilité de la voiture. On ne sait plus à quoi ça sert. Les gens d'ailleurs n'aiment pas la nature, c'est comme s'ils la niaient. Là, c'est aimer l'architecture et aimer la nature. C'est donc une synthèse contemporaine de l'architecture. Puis en même temps, elle correspond totalement au mode de vie que réclamaient les gens déjà en 1960. Donc elle n'est pas du tout ni nostalgique ni passéiste, elle est contemporaine, elle ne crée pas la rupture avec le mouvement moderne, mais elle s'intègre dans le mouvement moderne. Donc pour moi, c'est une réussite exceptionnelle.
Deux architectes voyageurs qui rappellent qu'être méditerranéen n'est pas un extrait de naissance, mais un extrait de voyage. Ils sont la preuve que l'on n'est pas méditerranéen par la volonté de l'archange Gabriel, mais par conviction. Dans ce contexte d'extrême violence contre le paysage varois, il faut apprécier l'œuvre des architectes Lefebvre et Aubert dans toute son intelligence et sa générosité constructive. Loin du bêlement victimiste de leurs confrères, ils ont su très tôt adopter des stratégies relevant d'une ruse de combattants avertis. L'épaisseur, par exemple, est omniprésente dans leur travail. Les murs, les piliers, les façades, souvent constitués de pierre et béton, sont surdimensionnés de sorte que les embrasures écrivent de façon décisive une crédibilité architectonique. La radicalité est toujours là, le sensible va avec, les pierres sont de petite taille, brutes et sommairement assemblées comme le sont les restanques, renvoient au travail et à la vertu du travail. Une désillusion positive, exploiter un déficit chronique de savoir-faire chez les maçons, accepter la pauvreté des techniques pour en célébrer l'esthétique constructive, relève d'une conscience de l'arte povera, c'est-à-dire de la noblesse du pauvre. La composition architecturale n'est pas académique, le régime constructif est limité, mais avec peu de notes, Lefebvre et Aubert rendent enchanteur une situation où d'autres auraient lâché l'affaire. C'est d'ailleurs le cas. Depuis ces deux talents, aucun architecte du Sud n'a fait mieux. Pourtant, ils auraient pu devenir exemple. Mais l'architecte méditerranéen est colonisable. Il aime acter sa fébrilité de gendre modèle de l'architecture moderne en pantoufles, en étirant la baie vitrée sous la tuile comme un sourire béat. Au contraire, les insurgés Lefebvre et Aubert réfutent la logique morbide de la sympathie architecturale. Robustes en sandales de cuir et solides comme les vrais durs, ils ont compris la musique. Dans l'épaisseur, l'architecture peut, comme le boxeur poids lourd, prendre des coups et bien résister. Plus ça prend de coups, mieux ça encaisse et plus le tendre apparaît. Dans leur attitude de résistant, ils ont très tôt aussi su anticiper sur les postures d'effacement et de disparition. Étagés, encastrés, toitures végétalisées, murs de soutènement, leur maison fabrique le paysage au moment où elle s'y attaque. Démarrées à la pelle mécanique, elles sont achevées au burin et à la masse pour faire venir quereller pierres assemblées contre roches massives. Un travail de brute au geste maniéré. Ils ont compris dans ce pays de colonisés autistes que la Méditerranée les regardait depuis son horizon métaphysique. Ils protègent le rêve et nous empêchent de désespérer. Ils laissent une œuvre entière, sincère et spirituelle. L'archange Gabriel, déçu, s'en retourna. Je fais goûter d'abord un petit coup. Allons-y.